cette conférence devait se faire avec Anne Radji, qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir et qui a joué un rôle extrêmement important dans la préservation, la mise en valeur de la collection des momies, et on va voir ce qu'il en est plus tard dans la présentation. Alors comme évidemment je pense que les aspects muséologiques vous intéressent, mais pas tant que ça, c'est-à-dire je pense que les numéros d'inventaire vous intéressent pas trop, on a profité de cette conférence pour réaliser une présentation des momies. Qu'est-ce que c'est qu'une momie? Comment c'était fait? Alors vous verrez des images surprenantes, j'espère que elles ne vous feront pas peur, mais elles reflètent des choses importantes et peut-être si on a un peu de temps à la fin et si vous le voulez, on pourrait parler, discuter. Et donc je remercie donc Anne Radji pour son aide, pour la mise au point de cette présentation concernant l'histoire des collections, Philippe Mencier pour son aide à la présentation du muséum, et puis vous verrez que j'ai rajouté un certain nombre de choses et que je vous propose de découvrir ensemble. Donc, comme Alain Froment vous l'a dit un instant, je suis responsable de l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris 6. Et donc, c'est une discipline qui me touche beaucoup. Et alors, je dois dire que je suis quand même relativement fier de parler ici, donc dans ce qui est l'ancien jardin royal des plantes médicinales, qui est devenu après le jardin royal des plantes. Mais c'était un jardin qui, au départ, a été racheté à Nicolas Well et qui en avait fait un jardin de botanique médicinale et qui est développé ainsi. Donc sur une partie du jardin qui tournait autour notamment de la zone où il y a le belvédère et le labyrinthe. Donc c'est quelque chose de très important et on va le voir tout de suite, c'est que ce jardin-là a été créé finalement sans l'aval et en rivalité à la faculté de médecine de Paris, donc très puissante. Et à tel point que, donc vous voyez, le jardin a été créé en 1635. En 1672, le roi Louis XIV a voulu mettre un terme à une querelle qui agitait le monde de la médecine, qui était la question de la circulation sanguine. Depuis l'Antiquité, on avait des idées très fausses sur le sang. On pensait que le sang était fabriqué en continuité dans le corps humain, et donc quand il y en avait trop, on pouvait l'enlever en faisant des saignées. Et donc on a tué beaucoup de gens comme ça, c'est-à-dire qu'à force d'enlever du sang, vous savez qu'on ne se porte plus très bien. Et donc en 1628, un Anglais qui s'appelle William Harvey a démontré la circulation sanguine de façon assez magistrale. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on ne peut pas ne pas être convaincu. Et en France, c'est pas passé du tout. Et le terme circulateur, en latin circulator, a été utilisé, et ça voulait dire carrément charlatan. Hein. Et donc la situation a duré longtemps. Vous voyez, le livre est paru en 1628. En 1672, la question n'était pas résolue. La faculté de médecine ne voulait pas en entendre parler. Et le roi a nommé son chirurgien, Pierre Dionys, et il lui a donné l'ordre d'enseigner ici la circulation du sang. Et donc, vous voyez, le livre, il est un peu plus tardif. Il date de 1780, presque un siècle après. C'est une édition plus tardive, 6e édition. Et donc, il a fait ça. La faculté de médecine fulminait. Il y avait beaucoup de cours ici, de botanique, et la seule chose que la faculté de médecine a obtenue du roi, c'est l'empêcher de délivrer des diplômes. Mais en tout cas, s'enseigner. Donc c'est un établissement intéressant, c'est un des plus anciens de France, du point de vue scientifique, et c'est aussi un établissement qui ne craint pas, finalement, la polémique et la vie intellectuelle. Alors, donc un certain nombre de bâtiments ont été créés, détruits, recréés. Malheureusement, on n'a pas trace de tous les bâtiments, mais à une époque récente, vous savez que l'ancienne galerie de zoologie, que personnellement j'aimais beaucoup parce qu'il n'y avait jamais personne qui venait dedans, qu'on était tranquille, c'était poussiéreux avec des animaux empaillés. Moi, j'adorais cette galerie d'anatomie, et je pense que dans l'assistance, il n'y en a pas énormément qui ont des souvenirs de cette galerie. Et elle est restée fermée très longtemps. C'est-à-dire que je suis très vieux, c'est pour ça que je dis ça, hein, et vous êtes jeune. Et elle s'est transformée en cette magnifique grande galerie de l'évolution. Et vous savez que
la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée est toujours aussi impressionnante et intéressante qu'elle est. C'est un véritable fantasme vivant. Que vous ayez lu Le Dessinateur Tardy ou vu d'autres films, c'est quelque chose de magnifique. Donc c'est un grand endroit. Alors ce jardin des plantes, eh bien, il va être dirigé par des gens absolument exceptionnels, et notamment par Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui va le diriger pendant presque 50 ans. Et donc c'est un précurseur de l'anatomie comparée, et c'est une période qui commence à être très importante, puisqu'on va remettre en cause un certain nombre d'idées qui sont directement tirées de la Bible, c'est-à-dire l'idée que le monde a été créé il y a 4000 ans, et puis c'est tout. Et donc, les chercheurs commencent à dire, mais non, il y avait des gens avant. La preuve, c'est qu'il y a des fossiles, il y a des animaux qui n'existent plus. Donc, c'est quelqu'un important. Il a sa petite rue à gauche du muséum. Et l'événement important, c'est que pendant la Révolution française, le jardin royal des plantes est transformé en Muséum national d'histoire naturelle le 10 juin 1793. Au XIXe siècle, un certain nombre de grands savants vont succéder. Lamarck, qui a sa statue à l'entrée du Jardin des Plantes, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, donc il participe à la transformation du jardin en muséum d'histoire naturelle. Donc il y a une théorie d'évolution liée à l'idée de l'hérédité des caractères acquis qui va s'opposer à la théorie de Darwin, qui est différent. Et puis quelqu'un d'important, Georges Cuvier, va arriver à la tête du muséum. Il fait beaucoup de découvertes. C'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un aussi d'un peu dictatorial, c'est-à-dire qu'il a ses amis et ses ennemis. Et ses ennemis, c'est par exemple Lamarck, dont on vient de parler à l'instant, et Geoffroy Saint-Hilaire, qui s'intéresse beaucoup au développement, à l'évolution, aux monstres, enfin quelqu'un de très intéressant, qui avait d'ailleurs accompagné Bonaparte lors de l'Égypte. Et puis les choses avançant dans le siècle, un musée d'ethnographie est fondé par Ernest Théodore Ami en 1877, et en 1928, le musée d'ethnographie est rattaché à la chaire d'anthropologie du muséum par Paul Rivet, qui dotera ainsi le laboratoire des collections culturelles qui lui fait défaut. Et ici, c'est l'ancien palais de Chaillot qui a cédé la place après au nouveau palais de Chaillot, donc, qui reprenait le musée de l'homme d'un côté, le musée de la marine de l'autre côté. Tout ça en 1937. Et puis, beaucoup de collections ont été ajoutées, je n'ai pas tout détaillé. Broca, pourquoi? Parce que Broca est le fondateur de la Société française d'anthropologie, donc au XIXe siècle. Il a fait des grandes découvertes. C'est à la fois un médecin et un anthropologue important. Et voilà les choses. On arrive là, à la fin dans le dernier tiers du XXe siècle, le pavillon de zoologie est transformé en grande galerie d'évolution, que vous pouvez toujours voir, dans lequel nous nous trouvons à présent. Et bien, qu'est-ce qui se passe à la fin du XXe siècle? Eh bien, il y a un projet de réaménagement du musée de l'Homme, après le départ des collections ethnographiques au musée du Quai Branly, et donc, peu de temps après, déménagement des collections et du personnel vers le Jardin des Plantes, où nous nous trouvons actuellement, je veux dire ici présentement, et à la fois les collections et le personnel du musée de l'Homme. Alors, ça nous amène à parler des momies du musée de l'Homme. Alors, ici, c'est une petite vue de l'espace de stockage actuel, dont on aura l'occasion de parler dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de cette collection du musée de l'Homme? Eh bien, il faut dire que, paradoxalement, alors que les momies intéressent beaucoup, je pense que vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont passionnés de momies, qui ne rêvent que de ça, qui ont vu, comme vous et moi, la momie 1, la momie 2, la momie 3, qui ont des petits plumiers en forme de momie. Donc la momie est une grande folie, mais la momie n'a pas toujours été une grande folie. Et en réalité, les collections de momies, dans la plupart des musées français et même à l'étranger, ont été abandonnées, laissées à leur triste sort dans les caves, un peu dans tous les coins, à prendre la poussière. C'était vrai au Louvre, c'était vrai dans des tas de musées de province. Il y a beaucoup de momies qui ont été à l'abandon comme ça. Parce que, pour une raison idéologique et intellectuelle assez intéressante, c'est que l'anthropologie physique n'avait plus la cote. Alors, on va faire juste un petit rappel. L'anthropologie physique, ça veut dire quoi?
les mesures du corps humain qui permettent de dire, vous voyez, on a la tête longue, la tête large, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir et rappeler, c'est que l'anthropologie physique a servi largement dans les théories racistes du début du XXe siècle et même avant, donc à classer, vous voyez, les blancs, les noirs, les jaunes, les chocolats. Et donc, en fait, après ce qui s'est passé au XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale et tout, l'anthropologie physique, elle était plus en odeur de sainteté, et donc on a dit, ah oui, c'est pas très intéressant. Et surtout qu'à ce moment-là, il est né une autre discipline extraordinairement nouvelle, moderne et sexy, si on peut dire, c'est la génétique. Et donc, ceux qui faisaient la génétique, l'anthropologie génétique étaient avec le vent en poupe, et les autres, eh ben, ils étaient priés de ne pas faire parler d'eux. Et donc, si vous voulez, tout ce qui était génétique morphologique, et c'est aussi vrai en médecine, hein, c'est-à-dire qu'en médecine, toutes les sciences morphologiques, c'est-à-dire on regarde les formes, n'étaient pas prisées, et tout ce qui était génétique était survalorisé. Survalorisé parce que, au fond, vous entendez parler comme moi de recherche sur la génétique, le téléthon et des choses comme ça. On en parle beaucoup, on met beaucoup d'argent, mais pour le moment, il n'y a rien du tout qui sort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent mis dedans, mais la possibilité de réparer notre ADN est encore très très faible. Je ne doute pas que ça arrive, mais est-ce que c'est dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans? C'est très difficile à dire quand ça sera possible. Actuellement, on est dans la situation de l'horloger. Vous voyez qu'il y a une horloge qui ne marche pas, c'est-à-dire il manque un pignon où il est abîmé. Et donc l'idée actuellement de la génétique, c'est on refabrique le pignon à l'extérieur, on ouvre la boîte de l'horloge et on le jette dedans en espérant qu'il va se placer au bon endroit. C'est à peu près ça. Hein. Donc, ce qui explique que ça ne marche pas trop bien. Hein. Ça ne marche pas trop bien. Donc, dans une discipline qui était comme ça mal vue, eh bien, il était difficile d'avoir du personnel, c'est-à-dire à la fois du personnel technique, responsable des collections, des scientifiques qui s'y intéressaient, donc c'était difficile. Et donc la collection, en résumé, a été stockée à différents endroits, au 3e du Muséum, et puis après au sous-sol. Donc c'était... moi, j'ai rien à dire. Hein. Je veux dire, j'ai connu la collection quand elle était dans cet état-là. Je veux dire, elle était en caisse, ça allait. Mais bon, c'est sûr que c'est pas formidablement attirant, ni pour les chercheurs, et évidemment pour le public, de montrer des choses comme ça. Pourtant, la collection, eh bien, elle est riche. Par la qualité de ses pièces, par le nombre, donc environ 170 pièces, par les origines des pièces, dans l'espace et dans le temps, on va voir ça un petit peu plus en détail, mais pas trop, et par l'historique, c'est-à-dire que c'est des grands explorateurs, des grands naturalistes qui ont fait don de ces pièces, et quand on regarde la collection, on voit qu'elle n'est pas ridicule, en fait c'est une des plus grandes. Il y a des momies égyptiennes, 32, amérindiennes, 18, des Canaries, 3, une momie gallo-romaine, une vraie rareté, hein, une vraie rareté, et puis j'ai mis à part les momies d'enfants. Il y a 8 momies égyptiennes d'enfants, une momie amérindienne d'enfants, 6, des têtes isolées, 71, et 27 autres restent. Donc vous voyez beaucoup. Et donc c'est dans cette ambiance, vous voyez, qui était un peu difficile, qu'Anne Radji, qui a été nommé ici au Muséum, a imaginé une structure à la fois de conservation, de restauration et de recherche, et donc pour sortir les pièces, s'en occuper. Et donc ça a été un vrai travail méticuleux, important, difficile parce que il n'est pas certain que tout le monde ait compris vraiment au départ l'intérêt de la collection de momies. Et c'est finalement pendant qu'elle travaillait de façon assez obscure que l'engouement pour les momies est ressorti dans un certain nombre de pays. Il y a eu des grandes expositions à Londres, en Allemagne et dans beaucoup de pays. Et donc, il fallait faire des recherches, retrouver d'où venaient les momies, et donc faire un inventaire précis détaillé, des photographies, des mesures, constater l'état, évaluer les restaurations à faire, et puis travailler sur les conditionnements, parce qu'on ne peut pas mettre les objets anciens,
les corps anciens dans n'importe quel milieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans des corps, par exemple, qui sont trop dans des contenants qui sont acides ou qui peuvent avoir des réactions chimiques, des interactions chimiques avec le contenant, entre le contenant et le contenu. Donc beaucoup de travail de préparation, faire qu'on puisse manipuler les boîtes sans abîmer les momies. Et donc voici quelques images, on va en voir bientôt bien plus, et donc qui nous montrent des momies d'endroits différents, et donc et aussi d'Amérique latine. Et on va voir tout à l'heure que les modes de préservation et de conservation de ces momies ne sont pas les mêmes partout. Alors ici au muséum, on n'a pas tous les types de momies, mais on en a un certain nombre. Alors, vous voyez, il y a des gens qui sont persuadés qu'on nous cache tout à propos du passé, hein. Et donc, on va commencer par parler des momies artificielles. Une momie artificielle, c'est une momie qui a été créée pour garder volontairement le corps. Vous voyez, c'est pas arrivé par hasard. Et donc, la civilisation égyptienne a beaucoup pratiqué, puisqu'il y a eu des millions de momies qui ont été pratiquées pendant presque 3000 ans, ou un peu plus de 3000 ans même. Alors, je vous disais qu'on ne sait pas tout sur le passé. Vous voyez, là, c'est une momie égyptienne et on voit qu'elle faisait qu'il faisait du vélomoteur avant sa mort, hein. Donc, on découvre comme ça des choses extraordinaires dans les collections anciennes. En fait, tout simplement, il y a eu beaucoup de déballage, de débandellettage de momies au cours des siècles, et souvent, on a fait des choses étranges. Et la momie, elle nous est parvenue comme ça, avec, vous voyez, presque 2 cm de bandelettes collées. Et l'aspect quand même assez curieux. Et donc, on va faire un petit tour des momies égyptiennes, une toute petite partie des momies égyptiennes. Ici, c'est la momie de la magicienne Myritis. Donc, une momie d'Antinoé. Moi, j'adore les tissus. Une momie égyptienne d'enfant, dont je ne peux pas vous passer les radios, et puis des momies plus classiques. Et vous voyez ici, sur cette momie égyptienne, les bras et les jambes sont bandelettés séparément. Et vous remarquez une chose dont on parlera un peu tout à l'heure, c'est que le bandelettage est très très soigneux. C'est quelque chose de très important, et on va voir pourquoi. Parce que ce sont des épreuves et des produits essentiellement religieux et sacrés, et que tout ça est vraiment très très important. Donc voilà un beau sarcophage et une belle momie. Les momies guanches des Canaries, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des préparations qui ressemblent un peu aux préparations égyptiennes. Et on pense que la technique de la momification a diffusé de l'Égypte antique vers l'Afrique, puisque au Mali et dans les pays voisins, il y a une population qu'on appelle les Sénoufos, qui ont fait des momies jusqu'au moment de la colonisation française. Et donc leur mode de préparation était assez intéressant. Et surtout, ce qui était assez curieux, c'est qu'en fait, ils préparaient les momies comme en Égypte, et que le rituel manquait en partie. Donc c'était assez étrange, et ça montre aussi comment des influences culturelles peuvent se répandre comme ça, et donc on voit une sorte de trace comme ça qui va vers l'ouest de l'Afrique à partir de l'Égypte, vous voyez, qui atteint de l'autre côté le Mali, et puis d'autre part qui traverse un peu l'Atlantique et qui arrive aux Canaries. Donc les momies sont moins jolies que... vous voyez, c'est l'allure qu'on a un peu quand on a une grosse grippe, hein, et on arrive à cette momie gallo-romaine. Alors, on ne sait rien du tout des momies gallo-romaines, parce que beaucoup de corps qui ont été découverts au cours des siècles ont été détruits. Hein, beaucoup, que ce soit en Italie, en France, et on sait très peu sur les modes de conservation. On sait des fois que des corps ont été très bien conservés, notamment on a des traces d'une découverte d'un corps romain conservé qui a été découvert au XVe siècle en Italie, je crois sur la voie Appia, là, qui était bordée par des tombes. Et ils ont découvert un corps intact dans une tombe qui baignait dans un liquide, comme la momie qui a été découverte en Chine il y a une trentaine d'années. Donc des processus dont on ne sait plus rien. Vous voyez, il n'y a plus que de rares témoignages. Et cette momie gallo-romaine fera certainement
sera l'objet d'études plus scientifiques dans un futur proche. Et puis, dans la collection du muséum, on a quelque chose d'assez curieux. On a une collection de momies squelettisées. Alors, ça apparaît une sorte de paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'une momie squelettisée? C'est une momie dont il n'y a plus la peau, ni les tissus mous. Et quand on les regarde, et une étudiante en Master 2 qui s'appelle Orengan Delaunay a travaillé là-dessus, on s'est aperçu d'une chose très étrange, c'est qu'il y avait de la résine, dont on va voir l'utilisation dans un instant, qui était mise directement au contact des os. Alors, il n'est pas possible que la résine ait été mise, vous voyez, sur la peau et qu'elle soit descendue jusqu'à l'os. Ça, c'est totalement impossible. Et donc, ça laisse, vous voyez, sur le crâne, par exemple, qu'on voit ici, il y a de la résine directement sur le crâne. Ce qui est totalement impossible, c'est-à-dire que la résine a forcément été mise sur l'os. Et qu'est-ce que ça laisse penser? C'est qu'il y a en Égypte des pratiques variées et peut-être des pratiques d'ensevelissement secondaire, comme ça se fait dans pas mal de pays. C'est-à-dire, vous voyez, on enterre, on ressort après, quelques temps après, comme ça se faisait au Mexique, les os, on les traite et on les réenfouit. Donc c'est finalement ces études, vous voyez, que font les étudiants ou les chercheurs, eh bien souvent ça amène à poser beaucoup plus de questions et de problèmes qu'il y en avait au départ, mais c'est évidemment très très intéressant parce que plutôt que de répéter toujours la même chose, eh bien on peut découvrir des choses. Et puis j'ai mis aussi un peu pour le fun, hein, parce que je me suis dit que ça vous plairait beaucoup, les têtes réduites, qui est une sorte de momie. Donc les momies Givaro sont connues. Hein. Elles étaient utilisées comme trophées de guerre, temporaires, accrochées à la ceinture ou posées. Il ne faut pas oublier aussi, je vous le rappelle, que les Gaulois adoraient les têtes. Hein. Adoraient les têtes et que souvent, donc ils coupaient beaucoup les têtes des ennemis. Dans les temples, il y avait beaucoup vous voyez, des étagères avec les têtes des ennemis ou dans la casse du chef, il y avait les têtes. Donc c'est un truc... D'ailleurs, vous savez bien, dans cette époque de chômage, il y a des chasseurs de têtes. Hein, voilà. Alors, comme je pense que vous avez tous un peu de temps libre, je vous ai mis le mode de fabrication. Hein. Alors, c'est extraordinaire, une tête réduite. Hein, quand le musée de l'homme va rouvrir, allez les voir, parce que c'est vraiment fantastique. Donc, on coupe la tête, naturellement. Donc, on coupe la peau derrière par la nuque, on décolle le visage, on met à bouillir doucement dans une décoction de plantes pour aseptiser et ramollir. On coud les lèvres et les paupières. On met en place sur une pierre chauffée, de plus en plus petite, jusqu'à la bonne taille. C'est-à-dire que le visage qui est à peu près comme ça, comme le mien, vous voyez, vous imaginez, si j'avais connu un graphiste suffisamment bien, j'aurais demandé de me faire en tête réduite, mais j'ai pas pu le faire. Et donc, à la fin, on remplit avec du sable chaud et on expose à la chaleur. Donc, la peau durcit et ça fait un peu plus que la taille d'une orange. Et ce qui est évidemment extraordinaire, c'est que les cheveux restent, ne tombent pas. Et comme la tête se réduit, les cheveux apparaissent extrêmement abondants. Et donc, c'était un objet extrêmement précieux. Donc on a de toutes sortes, hein. Donc ils peuvent aussi être objets pour le culte des ancêtres. Vous voyez, c'est encore mieux que d'avoir une photo, hein. Je veux dire, ça c'est bien. Alors maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la façon dont on faisait les momies en Égypte. C'est le domaine où on est certainement le plus documenté. On a beaucoup de momies, on a pas beaucoup de textes, mais on a beaucoup d'objets qui tournent autour. Et donc le mot momie, en français, vient du mot mumia en latin, qui dérive de l'arabe mumia, qui vient du perse moum. Donc substance balsamique ou bitume. Enfin, c'est pas très précis. Et en fait, c'est un produit qui arrive, on va le voir dans un instant, du Moyen-Orient. Donc, dans cette résine qu'on va voir utiliser, il y a un peu de bitume, mais en fait très faiblement.
Et il faut rappeler qu'en Égypte, il n'y a pas de bitume, alors qu'au Moyen-Orient, il y a beaucoup de sources de bitume, et vous savez qu'il y a beaucoup de pétrole, et c'est ce qui explique aussi l'état dramatique de guerre dans lequel se trouvent plongés ces pays. Donc, la moumia commence à arriver en Occident dès le Moyen-Âge. Là, je vous ai mis un pot de pharmacie qui n'est pas super joli, mais qui au moins a l'avantage de s'appeler moumia. Et donc, il est utilisé en pharmacopée. On le met dans la thériaque aussi, qui est un ensemble de remèdes composés. Et en fait, on va l'utiliser pendant plusieurs siècles avant de comprendre que c'est de la résine qui vient des corps morts. Mais des fois, c'est même plus de la résine, c'est le corps mort passé au pilon qu'on essaye de vendre aux Occidentaux. Les falsifications... Les falsifications des produits importés existaient à l'époque comme ils existent maintenant. Hein. Si vous achetez vos médicaments sur Internet, ça peut être de la moumia comme ça, pareil. Hein. Alors, le principe de base de la momification égyptienne, c'est dessécher le corps. Pourquoi? Parce que la présence de l'eau permet tous les mécanismes biologiques. Et son absence, stop. Si vous faites l'expérience suivante, si vous arrêtez d'arroser la plante qui est sur votre balcon, vous verrez qu'en quelques semaines, elle va sécher et se conserver très très bien ensuite. Hein. Donc, l'idée qui dérive probablement de l'observation de la préparation des poissons en Égypte, puisque dès la préhistoire, les Égyptiens pêchent. Mais vous le savez, je pense que quand il fait 45 degrés à l'ombre, si vous pêchez du poisson le matin, l'après-midi, il est peut-être plus très frais et le lendemain, impropre à la consommation. Et donc, pour arriver à quand même profiter de cette ressource importante, parce qu'il y a beaucoup de poissons dans le Nil, eh bien, on a, dès la préhistoire, commencé à vider les poissons et on les a séchés au soleil et on les a salés. Donc, cette pratique, quand on commence à faire les momies, ça fait certainement plusieurs milliers d'années qu'on fait ce genre de pratique et on va l'appliquer au corps des défunts. Donc on va enlever les viscères, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur et qui peut s'abîmer. Alors évidemment, on ne va pas couper les morts en deux comme on coupe les poissons en deux. On va simplement faire une petite ouverture. On va enlever les viscères qui peuvent s'abîmer, les traiter à part et traiter le corps. Alors bien sûr, il fait chaud, ça participe à la déshydratation, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Et à la fin, on va mettre des produits pour empêcher que le corps qui est desséché se réhydrate, et on va mettre des bandelettes pour donner aux morts une forme harmonieuse. Et ça, c'est une question très importante. Donc, on enlève le foie, les intestins, l'estomac, les poumons, toute partie qui s'abîme plus ou moins vite, et on traite à part le cœur et le cerveau. Or, le cœur, c'est pour les Égyptiens le siège de la conscience. C'est, en fait, on peut faire une analogie hyper moderne, mais tout à fait juste à mon avis, c'est le cœur, c'est la boîte noire de l'individu. C'est-à-dire, vous savez que la boîte noire dans l'avion garde en mémoire tout ce que vous avez fait. Eh bien, c'est pareil, votre cœur, il garde la trace de tout ce que vous avez fait. Par exemple, le jour où vous avez fait un croche-pied à la petite fille qui allait faire sa communion en aube blanche, il s'en rappelle. Hein. Et donc les Égyptiens, ils ont peur parce que finalement, même s'ils se sont bien conduits, il y a quand même des choses dans leur vie qu'ils n'auraient pas envie de faire juger et tout. Ce qui fait qu'en réalité, en Égypte, il y avait une espèce de pression morale importante pour le respect du monde et des autres. C'est un pays pour lequel le respect de la société, mais dans le bon sens du terme, est plus importante que les idées. Vous voyez, on vous reprochera pas d'avoir rêvé d'avoir tué votre belle-mère. On vous reprochera de l'avoir tuée. Hein. Les idées que vous avez dans votre tête, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est ce que vous avez fait. On vous reprochera d'avoir abîmé les canaux d'irrigation, d'avoir nui à la nourriture des autres villageois, des choses comme ça. Et donc, comme les Égyptiens ne sont pas toujours sûrs de leur cœur, eh bien, de temps en temps, on voit, et même très souvent, ou à l'intérieur du corps ou à l'extérieur, un scarabée gravé avec des paroles qui font que, dans l'au-delà, le cœur scarabée
va témoigner pour vous et vous dire que vous étiez un homme, mais ou une femme parfaite. Et enfin, le cerveau est enlevé, non pas parce qu'il pourrit, le cerveau dans un crâne, il sèche, il se liquéfie ou il sèche, ça n'abîme pas le crâne. On ne sait pas pourquoi. Le cerveau est enlevé et à la place, on met une résine. Probablement, ça fait une sorte de soleil noir en haut, mais on n'a aucun texte là-dessus, mais il y a sûrement un grand mystère. Alors, je vous ai remis une scène de ce qu'on appelle la psychostasie, le jugement dans l'au-delà. Et vous voyez, je suis désolé parce que finalement, je ne me suis pas rendu compte, l'autre plateau de la balance où il y a le cœur n'est pas là. Et là, c'est la plume de Mahat qui est à gauche, que vous voyez sur le plateau gauche de la balance, que tient Anubis. Et donc, si la balance est en équilibre, eh bien, vous êtes reconnu juste de voix, c'est-à-dire vous pouvez passer dans l'au-delà. Vous savez tous hein, que ces scènes du jugement des morts en Égypte, eh bien, on les retrouve très souvent au fronton des cathédrales, hein, sur les tympans des cathédrales. C'est la même scène qu'on voit avec le départ entre les bons et les méchants. Voilà, et puis à gauche, il y a le dieu Thoth qui note le résultat de la pesée. Alors voici les scènes telles qu'on peut les reconstituer, c'est-à-dire qu'on fait une ouverture sur le côté gauche du corps, voyez au-dessus du bassin, et on va retirer les viscères. Donc c'est une table d'embaumement, les liquides qui coulent sont recueillis dans un vase, et ici vous voyez sur la gauche en haut, le plafond du nez est effondré, il y a un os très fin qui est là, qui est effondré avec un outil, et on va abîmer le cerveau, le liquéfier, plus ou moins, probablement mettre un produit corrosif et l'évacuer ensuite. Donc, pourquoi à gauche? Parce qu'en Égypte, la gauche, c'est le côté du mal. Il faut bien se représenter, et c'est important, la géographie d'Égypte. En Égypte, l'homme égyptien, il se voit les pieds au nord, et la tête au sud, c'est-à-dire dans l'orientation du Nil. Vous voyez, il est couché sur le dos. À droite, c'est l'Orient, où le soleil se lève. À gauche, c'est l'Occident, où sont enterrés les morts. Donc il y a une bipartition complète de la société entre la droite, où on vit, et la gauche, où on est enterré. Alors vous me direz qu'ils ne sont pas restés sans aller cultiver les champs qui sont sur la rive occidentale, mais quand même, si vous voulez, il y a cette répartition. Et cet aspect, vous voyez, de la répartition gauche-droite, elle traverse tout l'Occident. À Rome, par exemple, la gauche, ça se dit sinistrum. Hein, sinistrum, c'est pas un hasard. Hein. Je veux dire, sinistrum, vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait du latin dans Cicéron pour comprendre que sinistrum, ça veut dire sinistre, que c'est mauvais. Hein. Et d'ailleurs, au passage, juste pour parler un peu de politique, histoire d'énerver le monde, quand l'Assemblée nationale a été créée, les députés se mettaient au milieu et à droite. Et c'est à un moment donné seulement que les députés qui n'étaient pas d'accord ont commencé à aller à la partie gauche de l'amphithéâtre, ce qui est quand même étonnant du point de vue des idées qui se transmettent de génération et de siècle en siècle. Donc on enlève les organes, on lave le corps après et on va commencer à le saler. Alors ce sel, qu'est-ce que c'est? C'est un sel spécial qu'on trouve en Égypte dans des lacs. Il est composé de carbonate et de bicarbonate de soude ou de sodium, hein. Du chlorure de sodium, c'est votre sel de table, et de sulfate de sodium, un autre sel. Et le mélange de ces sels, en réalité, était extrêmement déshydratant et surtout permettait de transformer les graisses en savon ou de les liquéfier, c'est-à-dire d'enlever des graisses aussi. Et donc ça marchait assez bien. On ne sait pas combien de temps ça durait, puisque les dates qu'on a pour les délais pour faire une momie, suivant les époques et les textes, vont de 20 jours à 70 jours. Donc c'est difficile. Donc vous voyez, là, actuellement, l'opinion des égyptologues est que le sel est utilisé sous forme sèche, soit en poudre comme ça, soit... alors,
Vous avez reconnu tous, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand vous faites un poisson en croûte de sel, c'est pareil. Hein. Et là, à l'intérieur du corps, comme vous le voyez dans le dessin en haut à gauche, eh bien, on a mis des petits sacs avec du natron, sacs qui vont se charger, se remplir d'eau avec les jours qui passent et qui vont être enlevés beaucoup plus facilement que si on avait mis du produit en poudre qui serait difficile à nettoyer à l'intérieur du corps. Et puis, les 4 vases que vous voyez devant la table d'embaumement sont les vases canopes dans lesquels on a mis, après les avoir traités, les différents viscères qui sont chacun sous la protection d'un fils d'Horus et qui, en fait, vont accompagner le mort dans la tombe. Or, le natron, on le trouve de temps en temps dans des sacs comme ça, qui ont servi, et qu'on a récupéré souvent à côté des tombes. Et voici un des nombreux lacs où se produit ce natron. Natron qui est d'ailleurs c'est un produit assez important puisqu'on va le retrouver en pharmacie, en cuisine, mais aussi il va jouer un rôle très important en technologie puisque c'est à partir du natron et du sable qu'on peut fabriquer le verre. Donc sans natron, pas de verre. Hein. Donc c'est une grande découverte. Et natron en égyptien ancien, ça se dit Netcheri. Netcheri, ça vient de Netcher qui veut dire Dieu. Donc Netcheri, ça veut dire divin. Et en fait, natron, le mot a donné, les 2 premières lettres ont donné le signe du sodium. Na, c'est le signe du sodium. Et en fait, on sait maintenant, et depuis pas longtemps, que le natron est fabriqué par des bactéries. C'est-à-dire dans ces lacs qui sont très secs en été, l'eau arrive, les sels qui sont présents dans le sous-sol se dissolvent, les bactéries qu'on appelle alliophiles transforment l'eau et je ne vais pas vous faire un cours de chimie, rassurez-vous, l'eau et le gaz carbonique en carbonate et auquel on ajoute le sodium qui vient du sel de mer présent puisque l'Égypte est une ancienne mer qui a été exaucée après. Le corps est donc à peu près sec et là on va mettre des huiles saintes. En fait, on ne se contente pas simplement, vous voyez, de mettre de l'encaustique sur le meuble, on va mettre des huiles saintes. Et ces huiles, il faut vraiment faire le rapport à ce qui est utilisé après en Europe, par exemple, le couronnement, le sacre, la confirmation chez les chrétiens. Donc, mais dans beaucoup de religions, on utilise ces huiles saintes. Elles servent, si vous voulez, une fois que le corps est sec, à le préserver d'une réhumidification, mais elles ont surtout ce rôle important. Et on va le voir là sur une diapositive suivante, on va voir ça. Donc, on met les onguents, et vous voyez sur cette stèle qui vient de la chapelle rouge de Karnak, on voit quelque chose d'important. Donc le dieu qui est à droite, c'est le dieu Min, qui est une forme d'Amon, une forme ityphalique, c'est-à-dire le dieu en érection, qui est en fait une des formes de la vie. Et le pharaon qui est à gauche, et dans le cas particulier, c'était Hatshepsut, la reine pharaon, elle dit au dieu, elle tend au dieu un petit récipient, vous voyez, comme ça. On en a en pierre dure des récipients comme ça. Et elle dit, Redit Iber, c'est-à-dire, je te donne, ou elle donne, l'onguent Iber, qui est un onguent très important et qu'on va retrouver dans la momification. Donc, c'est quelque chose de très important. Voici quelques-uns des produits d'embaumement. Voici un vase un peu proche de celui qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, un peu de bitume et surtout différents types de résines qui viennent d'Égypte ou d'Arabie ou d'ailleurs, et un peu de cire d'abeille utilisée. Alors, des fois, ces onguents étaient mis en quantité assez importante. Des fois, c'est à peine, vous voyez, c'est comme le maquillage. Hein. Le maquillage, ça peut être une petite couche légère ou ça peut être une grosse, bonne couche plâtreuse. Et donc, aux époques tardives, en Égypte, on était moins dans le maquillage léger, mais plutôt dans le maquillage assez lourd.
Et vous voyez ici, au moment de l'autopsie de la momie de Lyon, on est en train de dégager les dernières bandelettes. C'est moi là qui suis en train de lui faire une petite beauté. Et vous voyez que la quantité de résine teinte en noir, qui n'est pas forcément du bitume, était importante puisque le relief du visage est assez difficile à voir. Donc, malgré tout, c'est important. Donc, une fois qu'on a mis les longs gants, on remplit éventuellement les cavités. C'est pas toujours le cas. Des fois, on le remplit, des fois avec du sable, mais la plupart du temps, on les laisse vides. Et vous voyez, par exemple, sur cette momie qui est celle que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, à l'intérieur du crâne, qui est vide, vous voyez en haut les yeux, voilà les yeux. Ici, vous avez une ouverture, en réalité. C'est donc c'est ce qu'on appelle la lame criblée de l'os ethmoïde. C'est-à-dire, en haut de votre nez, vous avez une lame d'os très fine avec plein de petits trous à travers lesquels passent des filets nerveux qui viennent du bulbe olfactif. C'est-à-dire que en haut du nez, vous avez le centre de l'olfaction, qui est un centre extraordinairement précis chez l'homme. Chez le chien, peut-être encore plus, mais chez l'homme qui est extraordinaire. Et donc, pour atteindre le cerveau, eh bien, les embaumeurs enfonçaient la lame et allaient. Et donc, vous voyez que derrière, le cerveau a disparu. Tout ça, donc, c'est de l'air. Et vous avez, tout ça, c'est de l'air. Et ici, au fond du crâne, quand il est couché sur le dos, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un niveau liquide. Enfin, il n'est pas liquide. Vous avez de la résine qui est là, en grande quantité. Et en fait, on va le voir dans un instant, la résine tapissait l'ensemble de l'intérieur du crâne. Et cette résine, elle était mise par un instrument, vous voyez, une espèce de cuillère avec deux trous qu'on enfonçait dans le nez et qui rentrait directement la résine à l'intérieur. Donc voici, donc, dans le crâne de la momie, vous voyez que ici on a mis, il y a une sonde cannelée qui passe par le nez, donc qui montre qu'on est passé par là. Et ils ont mis... Alors comment est-ce qu'ils ont fait ça? Vous allez me dire, parce que si la résine est arrivée par là, comment elle est là? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont bougé le corps et bougé la tête pour arriver à recouvrir. Alors mon professeur d'égyptologie, Jean-Claude Goyon, m'avait dit, quand on discutait de ça, il m'avait dit, c'est pour éviter que le crâne s'abîme. Je lui dis, mais non, le crâne, il ne s'abîme pas du tout. Je veux dire, là c'est quelque chose de profondément religieux, même si on n'a malheureusement pas les textes. On n'a pas les textes qui nous disent que ci ou que ça. Il y a beaucoup de frustration en Égypte, on sait beaucoup, mais en même temps, on ne sait pas grand-chose. Et puis, il y a la pose des bandelettes, et pendant qu'on pose les bandelettes, le prêtre sème, lit le rituel. Alors ça, on sait, parce que justement, un rituel du IIe siècle avant Jésus-Christ a été trouvé, et il a été traduit par Jean-Claude Goyon, donc, et publié aux éditions du Cerf. Et il raconte, malheureusement, il commence à la fin, c'est-à-dire il raconte la pose des bandelettes, mais il ne dit pas ce qui s'est passé avant. Alors vous imaginez, c'est comme si on vous donnait la recette du clafoutis ou par exemple de l'opéra, et qu'on vous donnait juste, on parlait juste du moment où on met un peu de sucre glace dessus et on fait l'emballage. Là, vous seriez un peu frustré. Ben nous, on est dans le même état. Et donc, chaque partie du corps a des prières particulières. Chaque bandelette a une prière particulière. On voit ici, donc, aussi, entre les jambes et sous les bras de la momie, un rouleau de papyrus qui est le livre des morts, c'est-à-dire c'est le guide de l'au-delà. Ça explique aux morts comment faire dans l'au-delà. Vous voyez, dans le genre tourner à droite, tourner à gauche, là il faut dire ça, il faut payer tant. Donc c'est le guide du voyage dans l'au-delà. Et le prêtre, là, récite la prière. Il est vêtu d'une peau de léopard. Alors, le bandelettage, c'est quelque chose de très très important, très, très compliqué, très sophistiqué. On n'est pas sûr de bien comprendre le pourquoi et le comment du bandelettage. Alors voilà, donc je n'irai pas maintenant à vous parler de l'enterrement, de l'arrivée dans la tombe, du dépôt des objets. C'est des choses que vous connaissez, ou en tout cas ce soir je ne peux pas vous en parler. Peut-être ça vous donnera envie de revenir une autre fois pour parler de l'embaumement en Égypte. On va parler maintenant d'autres procédés de conservation.
utilisées dans d'autres pays. Parce qu'il n'y a pas qu'en Égypte et au Pérou qu'il y a des momies. Donc, on a utilisé des sels de mercure en Chine et au Laos. Et puis, des fois, simplement des sels de cuisine. Et puis, dans un certain nombre de pays, on a utilisé des mélanges de chaleur, cuisson, étuve, passage en étuve pour garder les corps, soit de façon définitive, soit de façon temporaire, avec des résultats, vous voyez, parfois intéressants. Et puis, il y a à peu près, en tout cas au XXe siècle, on a commencé à porter de l'intérêt à des corps qu'on a découverts dans les pays généralement nordiques, dans les marais. Et alors là, on a eu de grandes surprises, c'est-à-dire qu'on a trouvé des corps extrêmement bien conservés, donc qu'on appelle les momies des tourbières. Et alors, quand on les regarde, on s'aperçoit, vous voyez que celui-là a une corde autour du cou. En fait, on a l'impression, ils ont tous été tués. C'est-à-dire, ils ne sont pas, vous voyez, c'est pas qu'il s'est enfui dans le marécage et qu'il s'est perdu, qu'il s'est noyé. Ils ont été tués. On ne sait pas si c'est des meurtres rituels ou judiciaires. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, dans un village, on a tué quelqu'un pour le retour du soleil ou la fin d'une maladie, ou est-ce que simplement il a été tué parce qu'il a porté atteinte aux biens ou aux personnes du village? On ne sait pas du tout. En tout cas, la plupart du temps, ils portent des traces de morts violentes qui n'ont même pas cherché à être déguisées. Et ces momies sont extrêmement bien conservées. Alors, quand on parle des momies naturelles, il y a deux façons de voir les choses. On a séparé les momies naturelles sans intention de conservation et les momies naturelles avec intention de conservation. Mais en réalité, et vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation, la plupart du temps, c'est très très flou. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une momie naturelle sans intention de conservation? C'est par exemple un cimetière en France, vous voyez, où on enterrait les gens comme on fait partout, et puis quelques décennies ou siècles après, on retombait sur la tombe du grand-père de l'évêque ou tout comme ça, et le corps était tout d'un coup miraculeusement conservé. En fait, on n'était jamais sûr qu'il n'y ait pas eu de traitement, et puis aussi, vous pourrez raconter ça à vos enfants et petits-enfants, le fait de découvrir un corps très très bien conservé, au point même des fois que le corps peut être, vous voyez, avec une couleur de peau normale, très vermillon, les lèvres rouges, la peau molle, hein, eh bien, ça posait toujours la question, est-ce que c'est un saint ou est-ce que c'est un démon? Je vous promets que la question était extrêmement sérieuse et que, donc si c'était quelqu'un, vous voyez, imaginons que c'était l'abbesse d'un couvent de femmes qui avait une réputation de sainteté extraordinaire et qu'on la découvrait comme ça, des fois on disait oui. Mais en fait, la plupart du temps, ils étaient très très mal à l'aise. Ils pensaient, et bon, je pense que vous avez tous compris à quoi je fais allusion, ils pensaient que c'était un vampire, hein, ou un équivalent de vampire. On trouve ça aussi en Europe de l'Est, en Roumanie. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez, vous le savez tous, vous en avez peut-être même un dans votre sac. Ils mettaient un pieu dans le cœur, et généralement, pour clouer le mort dans son cercueil. Donc, voilà, c'est les éventuelles momies naturelles. Et puis, il y a des momies naturelles qui sont faites donc sans méthode particulière de conservation, mais dont on sait qu'elles vont se conserver en raison des conditions climatiques et autres. C'est ce qu'on va voir. Donc, c'est des momies mises dans des milieux où elles ne vont pas s'abîmer, par exemple en haute altitude, donc des momies sud-américaines. Voilà. Et des milieux favorables à la conservation, il y en a beaucoup. Il y a les milieux secs, c'est-à-dire les déserts. En Égypte, il semble qu'à l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire avant qu'on fasse des momies, il y ait des corps qui se soient conservés naturellement. Mais si vous allez au British Museum, vous verrez la momie dite Ginger, qui est une momie pré-dynastique. Mais en fait, on dit que c'est une préservation naturelle, mais en réalité, personne, depuis qu'elle est au British Museum, n'a été regardé si ce corps a été ou non préparé. Donc, le mystère reste entier. Les milieux humides qui d'habitude ne se prêtent pas du tout à la conservation
c'est les tourbières, qui sont aussi acides. Alors les milieux alcalins sont en général pas du tout bons pour la conservation, mais il y a quelques exceptions. Les milieux gelés, c'est-à-dire les glaciers, les cimetières au-delà du cercle polaire, les banquises. Et donc vous savez probablement qu'avec le recul des glaciers, il y a des possibilités de découvertes importantes. On va voir dans un moment Otzi qui a été découvert entre l'Autriche et l'Italie. Mais actuellement, les archéologues, notamment américains, font régulièrement le tour des fronts des glaciers en espérant trouver. Vous voyez, on a de l'espoir énormément, bien sûr, parce que on peut trouver... Otzi, il avait quand même 3500 ans. Hein, et donc, on peut peut-être un jour trouver dans un... Vous imaginez qu'on trouve une légion romaine comme ça dans un glacier dans les Alpes, ça serait vraiment fantastique, hein. Le manque d'oxygène aussi préserve, hein, et l'altitude. Donc tout ça, voilà. Alors la conservation par le froid, elle a donc c'est pas les plus belles photos qu'on a trouvées d'Otzi, mais cette découverte, elle est tout à fait extraordinaire parce que non seulement on a trouvé le corps, mais on a trouvé tout son petit équipement, c'est-à-dire ses vêtements, son manteau, son petit sac à main, ses sandales. Et dans le sac à main, il y avait un certain nombre de produits, et notamment des champignons hallucinogènes. Et il avait une petite hache en bronze, ce qui a permis a posteriori, on a fait remonter l'âge du bronze de 1000 ans en Europe. C'est-à-dire que 1000 ans avant la date qu'on pensait exacte, le bronze existait, donc des grandes découvertes. Et pour vous donner une idée aussi du contexte, quand... le corps a été découvert, les premiers à le voir, je crois que c'était des gendarmes autrichiens, ils ont vu les vêtements et ils ont dit que c'était un corps moderne parce que ils ont dit c'est des coutures faites à la machine. Tellement c'était régulier, tellement. Je vous promets, si vous avez l'occasion, regardez, mais c'est incroyable. Hein. Je veux dire, pensez à la femme ou à l'homme qui cousait comme ça il y a 3500 ans et des points d'une régularité phénoménale. C'est assez étonnant. Et puis, aussi, vous le savez, Otzi, il s'était bagarré et en fait, il est mort d'une flèche qu'il avait reçue. Donc, ça montre aussi, dire le passé, c'est pas forcément le pays des bisounours non plus. Hein, donc, alors, à propos de ces momies conservées par le froid, elles sont, vous voyez, elles se dessèchent. Vous voyez que la peau c'est un peu desséché, mais si vous avez le malheur de garder trop longtemps dans votre congélateur de la viande ou du poisson, des choses comme ça, vous savez qu'il se ratatine, il devient moins bon. Et l'ennui, c'est qu'après, quand il revient à température normale, tout s'abîme, et donc ça pose des vrais problèmes. Ici, au muséum, on n'en a pas, mais c'est un problème technologique et financier important, c'est-à-dire on ne peut les conserver que dans le froid. Peut-être faudrait-il envisager, moi je me le demande, la lyophilisation, parce que, je veux dire, il y a un moment donné, on ne pourra pas garder les momies dans des congélateurs qui consomment beaucoup. Donc on ne va pas s'apesantir sur l'homme des tourbières. Donc les aspects chimiques neutralisent, empêchent la décomposition des corps. Le squelette se dissout à cause de l'acidité et la peau devient une sorte de cuir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde les corps? Des choses que vous connaissez peut-être. Vous savez qu'à Palerme, il y a une crypte dans laquelle il y a beaucoup de corps, puisque je crois qu'il y a 8000 corps à Palerme qui sont gardés. Et ici, j'ai mis la catacombe des Capucins à Rome. Et dans le monde chrétien européen, en fait, on est partagé entre deux choses. Première chose, on garde le corps pour la résurrection. Et ça a été l'idée des premiers chrétiens qui pensaient qu'on ne pourrait pas ressusciter si le corps était abîmé. Et ça les a travaillé énormément, parce que on disait, par exemple, si je péris en mer, je ne pourrais pas ressusciter. Donc c'est une question très grave que saint Augustin d'Hippone, en Afrique du Nord, a en théorie résolu. C'est-à-dire qu'il a dit,
Il a dit, mais ne vous faites pas de soucis, parce que si vous périssez en mer, par exemple, et que votre corps est mangé par un poisson, qui est mangé par d'autres poissons, etc., etc., eh bien Dieu ira prendre vos parties dans les différents poissons pour vous reconstituer. Donc, n'ayez pas de soucis. C'était l'avis de saint Augustin, donc un des grands phares, un des grands penseurs, un des pères de l'Église, si vous voulez. Mais en réalité, les gens, ils n'étaient pas tant convaincus que ça. Déjà parce que ça leur paraissait compliqué, vous voyez. Déjà se faire manger par un poisson qui est mangé par un autre, mais alors qu'aller récupérer les petites parties, quelques centaines d'années après, on ne sait pas trop comment c'était possible. Et cette idée, elle était tellement répandue qu'en 250, il y a eu à Lyon un grand martyr de chrétiens, et que les Romains, qui n'étaient pas stupides, hein, quoi qu'on en pense, se sont dit, donc ils ont donné les chrétiens aux lions et aux bêtes sauvages. Donc elles sont venues et elles les ont tués. Après, ils ont ramassé les restes, hein, ils les ont brûlés. Puis après, ils ont pris les cendres, ils les ont réparties au vent, ils ont dit comme ça, ils ne pourront pas ressusciter. Donc ça montre bien, hein, si vous voulez, à quel point c'était ancré. C'est-à-dire que les chrétiens pensaient qu'il fallait garder le corps. Et en réalité, les chrétiens, quand ils ont compris, parce que le christianisme égyptien a eu un rôle très important en Gaule, puisque c'est des moines d'Égypte qui sont arrivés à les Reims, qui ont peu à peu colonisé la Gaule, ils ont compris que conserver le corps, c'était bien quand même. Et donc, c'est pour ça qu'en France et aussi en Italie, vous voyez des cimetières somptueux, on a gardé les corps et donc on est travaillé par cette idée de la conservation du corps. On ne sait pas trop bien pourquoi. Et vous allez voir qu'à l'époque moderne, on ne sait même plus pourquoi, mais on garde les corps. Alors, d'un côté, les choses macabres telles que les ossuaires ou la catacombe des Capucins à Rome, comme vous voyez à gauche, c'est une sorte de memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu es mortel. Et en même temps, il y a une espèce de frénésie, de poussée vers la conservation du corps. Et on annule la mort. Et j'ai mis l'enfant, le corps le plus récent qui a été mis dans la crypte, dans les catacombes de Palerme. Donc elle est morte, Rosalia Lombardo, elle est morte à l'âge de 2 ans en 1920. Et en fait, le corps n'a pas été conservé parce que la catacombe est sèche, etc. Mais il a été préparé. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'à la fois touchant et de macabre dans cette idée de conservation du corps. Mais actuellement, il y a des tas de gens qui aimeraient bien faire momifier ou lyophiliser leur conjoint et le garder dans l'appartement, hein, comme ils font ça avec leurs chiens. Et ça peut se comprendre aussi, même si c'est terrifiant en même temps. Donc les raisons, on a commencé à les voir, donc les aspects religieux, nécessité, entre guillemets, de préserver le corps pour continuer sa vie dans l'au-delà, en Égypte, ou pour pouvoir ressusciter. Et puis, aspects sociaux, c'est-à-dire que les rois incas et autres sont les gardiens de la cité, du temple, comme une sorte de dieu incarné dont la présence est toujours vivante. Mais dans le monde chrétien, on avait quelque chose de comparable, c'est-à-dire que le tombeau des saints est le lieu est un lieu de sainteté et donc pendant longtemps on a cherché à se faire enterrer juste à côté. Mais on retrouve des idées comparables dans l'islam aussi, avec les tombeaux des saints qui sont répartis un peu partout. Le corps aussi sert de relique, il est même dépecé pour servir de relique. Alors je ne parle pas de l'Occident, mais par exemple en Orient, il y a des lamas du Tibet ou d'ailleurs de Mongolie qui deviennent des objets de vénération. Et puis des coutumes sociales. Là, j'ai mis donc Palerme en bas à droite. Hein. Et puis des raisons politiques. C'est-à-dire que les rois, les papes aussi, se font embaumer ou momifier. Alors, c'est assez paradoxal parce que dans le monde chrétien, à partir du 2e, 3e siècle, en Égypte, où les moines et les chrétiens ont continué à se faire momifier, on a arrêté. On a arrêté puisqu'on a dit, de toute façon, le corps doit retourner à la terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, comme dit saint Paul. Et donc,
Mais quand même, les grands, c'est autre chose. Et donc, les rois de France, ils ont été gardés. Et s'il n'y avait pas eu la Révolution française, eh bien, on aurait beaucoup plus de corps de rois à montrer. Et puis, ça aboutit à cette chose délirante, c'est que dans des pays foncièrement irreligieux et athées, on arrive à conserver le corps comme Lénine. Vous voyez, Lénine, c'est une sorte de pharaon avec un institut et des gens qui vont prendre sa température rectale 2 fois par semaine pour savoir comment il va. Alors, les préparations anatomiques aussi que vous connaissez ont permis l'enseignement au musée du Dupuytren. On a des préparations anatomiques, c'est-à-dire soit sèches, soit humides. Vous connaissez les préparations qui sont aussi au musée de l'école vétérinaire. Et puis, il y a d'autres raisons de conservation qui paraissent accessoires, mais qui sont très importantes, par exemple, économiques. C'est-à-dire, les embaumements temporaires sont nécessaires. Alors, par exemple, en Indonésie, on conservait momentanément le corps jusqu'au moment où on réunissait l'argent pour faire des funérailles dignes de ce nombre. Et ils ne connaissaient pas encore l'assurance obsèques à l'époque. Hein. Mais aussi pour d'autres raisons, artistiques et pédagogiques, c'est-à-dire les corps préparés par Fragonard, dont je parlais à l'instant à l'école vétérinaire, mais les expositions de Von Hagen en Europe. Human Body ou des choses comme ça, qu'on voit partout, qui sont impressionnantes, que les autorités en général ne veulent pas voir. Ici en France, vous savez, on a des gros petits doigts qui permettent de se cacher derrière, et donc on n'ose pas les faire. Mais et quand on le fait, après on dit ah ben non, c'est pas possible. Mais dans la plupart des pays d'Europe, on les a fait, et c'est assez impressionnant. Et il y a une sorte de fascination réelle. Et puis le dernier cas, et qui est un cas en fait très fréquent, c'est le cas pratique, c'est-à-dire le rapatriement d'un corps, alors que ce soit le corps des soldats qui sont morts en Afghanistan ou ailleurs, mais ça a toujours été une question importante à l'époque. Par exemple, Alexandre le Grand est mort quelque part entre l'Inde et l'Afghanistan, et il a été rapatrié jusqu'en Égypte. Il a été en principe enterré à Alexandrie. Et donc, dans le temps, il fallait faire comme on pouvait. Du Guesclin est mort loin de l'endroit où on voulait l'enterrer. Alors là, à l'époque, on était plus radical. On faisait bouillir le corps, on récupérait les os et on les transportait. Donc, de nos jours, l'embaumement se fait facilement à base de solutions, à base de formules qui permettent de garder les corps pendant des mois, voire des années. Ça marche très, très bien. Alors, la conservation des momies, c'est vrai que je suis moins à même de vous en parler qu'Anne Radji, mais qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il faut une atmosphère et une température stable, une sécheresse, une humidité relative assez faible, une température stable, des mobiliers de stockage, des boîtes appropriées, et donc, vous voyez ici, donc un certain nombre de boîtes ont été faites, soit en bois, soit en d'autres matières, qui ont exactement les propriétés chimiques nécessaires. Donc, vous voyez, des boîtes qui ont l'avantage de pouvoir se déplier, on n'a pas à transporter, déplacer, sortir les corps, c'est important. Et quand on les expose, il faut un certain nombre de conditions, la lumière, des manipulations soigneuses et des vitrines étanches à la poussière avec une hygrométrie et une température régulée. Et puis, la question qui se pose, qui est une question importante, c'est les aspects éthiques et la sensibilité du public. C'est-à-dire qu'il y a des momies qu'on ne peut pas mettre, qu'on ne peut pas exposer parce que elles paraissent trop horribles ou pour telle ou telle raison. Vous voyez, la mentalité à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle n'était pas comme maintenant. Il y a quelques années, on avait fait au musée du Dupuytren une exposition sur un colloque qui s'appelait Le corps et la mort, et j'avais fait une conférence sur la conservation du corps, mais qui parlait beaucoup de la période actuelle. Et alors on voyait des choses, j'avais trouvé par exemple des photos funéraires. Peut-être que ça vous dit rien, mais au 19e siècle, on faisait très très fréquemment des photos post-mortem, des adultes, très souvent, des masques funéraires aussi, mais aussi des enfants. Et donc, j'ai trouvé des collections de photos. Vous connaissez tous
je pense, les petites photos qu'on donnait à l'occasion de la communion solennelle, des petites photos comme ça, avec la bordure en papier découpé un peu façon dentelle, donc avec Saint Machin, Saint Truc, le communion, des trucs comme ça. Eh bien, au 19e siècle, au début 20e siècle, on faisait des images comme ça, donc avec le bébé qui était mort et qu'on envoyait dans la famille. Vous voyez, par exemple, on mettait, par exemple, John, 3 juin, 8 août 1915. Et donc, on diffusait. Maintenant, c'est quelque chose d'impossible. Pour notre sensibilité, c'est impossible. Pourtant, c'est très touchant. Moi, j'ai trouvé des photos incroyables. Et actuellement, la photo funéraire se redéveloppe. Hein. Actuellement, la photo funéraire se développe. Mais on peut pas dire que le public est forcément très prêt à le recevoir. Et donc, il faut beaucoup réfléchir à ces questions. Mais je pense pas non plus qu'il faille comme je disais, se cacher derrière son petit doigt. Et donc, dans le futur musée de l'homme, il va y avoir un certain nombre de momies. Alors, les collections ethnographiques sont parties en 2001. Le musée a été fermé en 2009. Et le retour de la collection de momies est prévu fin 2014. En principe, j'ai quelques photos de l'intérieur du musée. J'y suis pas allé, je regrette, mais voilà. Et donc, on va faire un raccourci saisissant et final. Donc, c'est la galerie d'anthropologie vers 1898. Vous voyez la momie qui est là en premier plan à gauche, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Donc le laboratoire de conservation et de recherche sur les momies et les restes humains donc, va toujours exister. Il va y avoir de nouveaux espaces. Donc c'est un outil exemplaire de conservation, d'études et de recherche, une structure phare du nouveau musée de l'homme. On peut l'espérer en tout cas. Et l'avenir de l'étude des momies eh bien, dépend à la fois de la direction des collections du muséum et puis d'un groupe de recherche que nous avons créé, qui est le GDR 3446, qui s'appelle Centre d'investigation et de recherche sur les momies, regroupant des chercheurs du muséum, du musée de l'homme, du CNRS, avec des chercheurs extérieurs, musée du Louvre, C2RMF, Université de Bordeaux 1, Yosu Progress, etc. Beaucoup de gens, donc, comme l'a dit Alain tout à l'heure, on essaye de fédérer et je crois que ça marche pas mal. Et quel est le futur de l'étude des momies? C'est la radiologie, scanner, IRM, reconstitution 3D, la génétique des populations, recherche des liens de parenté, génétique des agents infectieux et parasites, ce qui est extrêmement important, la chimie et la datation. Alors, pour terminer, un petit bouquet final de jolies photos qui sont dues à Christophe Bou de Bordeaux. Donc, vous voyez les momies qui passent au scanner et vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, on voit particulièrement bien les dents. Vous voyez, là, il y a un aspect vivant extraordinaire. C'est comme votre grand-mère qui regarde Chantal Goya à la télévision. Elle est complètement baba. Hein. Les dents, et donc on peut extraire, vous voyez, extraire visuellement les dents du crâne. Et vous voyez, ici, la momie n'a pas été débandelettée. Et regardez ce que ça donne. Enfin, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et donc, pour terminer, je remercie Christophe, mon petit camarade avec lequel je partage un minuscule bureau où on est au paradis. Donc, agent des collections, le docteur Christophe Bou pour les photos, Véronique Laborde, technicienne de collection, et Aurégane Delaunay, plus tous ceux que j'ai remerciés au début, Anne Radji, Philippe Mencier qui est dans la salle, et Alain Froment qui m'a aidé à venir ici. J'ai l'impression que la greffe n'a pas trop mal pris. Voilà, je vous remercie tous de votre... J'avais une question juste un peu technique. Par rapport aux techniques de taxidermie, les techniques de momification, c'est assez similaire ou c'est pas du tout les mêmes approches? Je suis pas sûr qu'au début, ça ait été similaire. Je pense que c'était relativement différent. Et puis, parce que les techniques de taxidermie, finalement, utilisent des produits qui datent des derniers siècles, en réalité, c'est ça. Et la momification utilise des produits assez sommaires. C'est-à-dire que
le corps se rétracte beaucoup. Et en taxidermie, c'est justement ce qu'on ne veut pas avoir. C'est ça. J'aimerais savoir s'il est encore possible d'acquérir de nouvelles momies ou est-ce que c'est bloqué? Parce que si on va par exemple en Égypte, ils ne veulent plus rien faire sortir et même récupérer celles qui sont dans les autres musées. Oui, alors moi je pense que vous avez raison, on ne pourra plus rien avoir d'Égypte, mais je pense qu'il est quand même intéressant d'essayer de récupérer toutes celles qui traînent partout, et il y en a beaucoup qui traînent. Hein. En France, quand je dis traîner, ça veut dire être dans des endroits où elles ne sont pas spécialement bien conservées, et au cours des années passées, on a récupéré des momies. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, je crois à la faculté de pharmacie, il y avait des momies dans le bureau du doyen, et un jour, ces momies sont retrouvées dans la poubelle sur le trottoir. Hein. Et donc, des gens les ont vues et les ont ramassées. Si vous voulez, il y a actuellement, que ce soit dans le milieu des momies ou des objets scientifiques ou des livres anciens, un grand mépris, hein, quand même, qui fait qu'on jette beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a des bibliothèques entières qui sont jetées à la poubelle de nos jours. Hein. Alors, c'est encore plus vrai avec tout ce qui est technique. Mais les momies, si vous voulez, ça va pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'affût. C'est pour ça aussi que j'ai la chance, parce que j'avais des relations avec l'Institut médico-légal, de pouvoir de temps en temps récupérer. Vous voyez, quand la police tombait sur un cadavre quelque part, à partir du moment où il avait plus de 200 ans, c'était plus une histoire de police. Et donc, à ce moment-là, la police arrivait, me disait « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je disais « Bah tiens, je le garde. » J'aimerais savoir si vous avez déjà essayé de faire une momie. Et est-ce que je peux me porter volontaire, une fois mort, donner mon corps à la science, que vous vous amusiez à faire une... Je suis certain que ça amuserait beaucoup d'étudiants. Non, en fait, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature, sur la façon de faire des momies. Il y a beaucoup de textes, hein, beaucoup de textes parfois anciens. Il y a eu pas mal d'essais. Et j'avoue que les essais n'ont pas été très concluants. Et à mon avis, il y a un problème, c'est que il y a beaucoup de lacunes dans les problèmes de chimie. Vous voyez, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Par exemple, le natron, c'est un produit qui est basique, donc alcalin. Et les momies, elles sont acides. Et donc, si vous voulez, il y a déjà un truc au départ qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il y a plein de questions comme ça qui ne sont pas résolues, ce qui fait que les essais, il y a eu des essais, ça n'est pas concluant. À un moment donné, on pensait que les corps étaient plongés dans une saumure, c'est-à-dire de l'eau salée. Maintenant, on pense que c'est du sel sec, mais je vois que c'est compliqué. De toute façon, pour conserver un corps, c'est pas le meilleur système. Le meilleur système, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le formol ou mieux encore la lyophilisation. Hein. Alors vous savez, j'ai pas dit, j'en ai pas parlé, mais qu'il y a des sociétés qui vous proposent de vous faire congeler pour une éventuelle résurrection future. C'est très cher. Je devrais faire ça à la retraite. Je devrais ouvrir une officine comme ça serait... Je voulais vous demander pour les reliques, elles sont conservées comment? Les reliques religieuses? Les reliques, probablement, on ne peut pas faire de règle générale, elles ont été probablement séchées dans le sel ou enduites de baume, et comme ça, depuis longtemps. De toute façon, on utilise des produits comme ça. C'est pour ça que, quand je disais les momies naturelles, ça reste à voir. Ça reste à voir parce que depuis très longtemps, on essaie de préserver et on essaye de préserver des corps auxquels on tient. Vous voyez et alors, les reliques, la plupart du temps, vous savez que les seins, malheureusement, ils ont été dépiotés, c'est-à-dire coupés en morceaux. Et on a mis le cœur ici, même les rois de France, hein, même les rois de France, on a mis des fois le cœur là, les entrailles ailleurs, le corps machin, la tête ailleurs, au point que Saint Antoine, le grand moine égyptien, donc aux alentours du, je sais plus, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, eh bien, il s'est fait enterrer par des disciples. De toute façon, il fréquentait très peu de monde. Il s'est fait enterrer en leur donnant l'ordre absolu de jamais dire à personne où il était enterré pour pas que son corps soit coupé en morceaux. Ben, il l'aurait fait, hein, il l'aurait fait. Vous voyez, il y en a qui auraient pris son cœur, sa tête, son bras droit, son bras gauche. Je me posais la question, est-ce que, notamment en Égypte, il y a eu des momifications d'autres choses que des êtres humains? Je pensais aux chats, par exemple.
Et est-ce que c'était la même cérémonie? Est-ce que c'était les mêmes produits? Est-ce qu'on a eu des difficultés différentes et une conservation similaire ou non? Alors, vous avez raison, en Égypte, on a momifié beaucoup d'autres êtres vivants que les hommes. On a momifié de la musaraigne jusqu'au crocodile. On a momifié des veaux, des chats par millions. On a momifié des chats par millions. Et aussi, le plus impressionnant de tout, c'est le taureau Apis, qui était censé représenter le dieu Ra sur Terre, donc était un espèce de taureau gigantesque. Et il existe à côté du Caire, à Memphis, un endroit qui s'appelle le Sérapéum, où il y a les sarcophages de ces taureaux. Alors les sarcophages, ils sont monstrueux, ils sont absolument monstrueux, c'est-à-dire que ils font à peu près 5 ou 6 mètres de long, 4 mètres de large et 4 mètres de haut. Malheureusement, donc ils pesaient un poids incroyable, je veux dire, et malheureusement, ils ont tous été cassés, fracturés pour voler probablement les bijoux qui ont été mis au contact du taureau Apis. Alors il y a 2 choses à rajouter. Premièrement, les méthodes sont souvent proches, bien qu'on ne les ait pas beaucoup étudiées. Et deuxièmement, il faut savoir aussi, et ça c'est intéressant, que les momies de chats, on s'est demandé longtemps pourquoi on faisait des momies de chats. Et en fait, il semble bien que les momies de chats aient servi d'offrande rituelle. C'est-à-dire, vous voyez, les gens venaient, par exemple, au temple de la déesse Bastet, la déesse chatte, et voulaient faire une offrande. Alors, vous auriez pu mettre des pièces de monnaie que, de toute façon, ils n'avaient pas, et ils auraient pu, vous voyez, acheter des cierges, mettre un cierge, un truc comme ça. Enfin, c'est une comparaison par rapport ici. Et en fait, il semble que ils aient dit « Ah, tiens, le petit chat, là-bas, il est mignon avec le pull rose. » Et à ce moment-là, les prêtres venaient, ils tordaient le cou au chat et ils l'embaumaient. Et après, vous alliez le mettre. Donc, c'est une vision pas tout à fait 50 millions d'amis. Hein. J'ai lu qu'il y a eu à Compiègne des momies de chats. Et quand on les a déshabillés, on a découvert que justement ça servait d'offrande, mais on n'avait pas assez de chats sous la main. Donc on mettait des petits ossements de tous les animaux qui traînaient. Et on les vendait au prix fort aux pèlerins. Oui. Et alors, des fois on n'a que des bouts. Hein. Des fois on n'a que des bouts. À Dupuytren, on a une momie avec une patte de veau, je crois. C'est peut-être quelqu'un qui a un souvenir d'un, voyez, d'une patte de veau en gelée qui avait fait sa belle-mère ou quelque chose comme ça. Hein. Mais j'ai vu à Saint-Antoine, l'église consacrée à Saint-Antoine de Padoue, la langue de Saint-Antoine. Mais c'est pas le même, hein. Non, mais qui était bien conservée. Oui. Et je ne sais pas par quel procédé on a pu conserver une langue en gardant quand même la forme et quand même une certaine structure importante. Ça sera trop. Si tu me donnes ta langue, je la conserverai bien. Hein. Bien, merci. Il nous reste à vous remercier beaucoup, Patrice Jossé, pour cette conférence.